Radio CHU, c'est ta radio. Que la vie avec l'ivresse passive ne soit qu'un dérapage de ces temps épouvantés, plus qu'un cortège de chiens. Je m'arrête là. Si vous voulez lire la suite, je vous conseille Le fleuve à l'envers, recueil de poèmes de Carles Diaz, publié aux éditions à Bordeaux en 2013. Car mes amis, aujourd'hui oui, je reçois un poète. Un poète. Rien que le mot me fait rêver. Un poète. Mais ne nous égarons pas. La première question qui me brûle les lèvres, si, je le sens bien. Un poète, mais est-ce qu'il en reste encore? Eh bien oui, j'ai un poète en face de moi, un vrai, en chair et en os. Carles Diaz, bonjour. Bonjour Fabienne. Carles Diaz, vous avez publié, toujours aux éditions à Bordeaux en 2010, également Les Déferlantes Nocturnes. Vous êtes né à Santiago du Chili, vous êtes maître de conférences en histoire de l'art. Vous participez également à un très joli projet car vous êtes président de la maison d'édition à Bordeaux avec Frédéric Paquet, un des fondateurs de la maison d'édition également et qui a vu le jour en 2010. Une maison d'édition qui se veut enfin indépendante et libre de ses choix éditoriaux. Mais est-ce qu'on peut être totalement libre de ses choix éditoriaux, Carles Diaz ? Alors c'est une question qui est très complexe, je dirais à cause de plusieurs choses. Déjà, la place de la poésie, quel est le circuit de la poésie, qui lit la poésie, comment la poésie est diffusée et quels sont les canaux ou les moyens pour publier la poésie. Donc quand on constate que la poésie reste et demeure jusqu'à aujourd'hui un genre, je dirais, marginal, c'est très particulier de prendre ces paris, de prendre ces risques, d'assumer ces risques, c'est-à-dire que nous allons éditer de la poésie, ou encore plus, nous allons consacrer une vie à la poésie, étant donné que ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a toujours été comme ça. La poésie est considérée, je dirais, dans l'Antiquité, c'était le grand genre par excellence. Et puis, je dirais, depuis la modernité, c'est un peu le parent pauvre de la littérature. Parce qu'on dit que c'est très restreint, que ce n'est pas quelque chose qui touche des masses. On dit souvent que la poésie est destinée à une élite. Alors, il y a beaucoup de préjugés par rapport à cela. Donc, quand on revient à la question sur l'indépendance, sur les choix, sur je dirais, les possibilités d'éditer dans un, je dirais, contexte indépendant, la question, je dirais, passe essentiellement pour voir si ce que l'on a à dire, pour voir si le discours, je dirais, poétique que l'on a à offrir, à donner en lecture, colle au projet éditorial. C'est essentiellement ça. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, tout à fait. Oui, ce que vous voulez exprimer, c'est que c'est plus complexe que ça et qu'aujourd'hui, peut-être, on ne peut pas toujours... Est-ce qu'on peut vivre est-ce qu'un poète peut vivre aujourd'hui de sa poésie ? Non, je ne pense pas. Je pense que ce n'est plus le cas au moins depuis la Renaissance. Puisque avant c'était une activité noble, on va dire. Déjà à l'époque de la Renaissance italienne, on constatait que même cette idée de la liberté en tant que créateur était déjà assez restreinte. Vous voyez, cette idée du poète libre, ça nous vient de la fin du 19e siècle. C'est pas quelque chose de... Et ce que je veux dire par là, c'est que depuis nombre de siècles, le poète a dû exercer un autre métier pour pouvoir subvenir à ses besoins. Au 19e, c'était souvent des poètes journalistes ou des poètes qui faisaient en même temps des petits, on va dire, dans un langage plutôt contemporain, des petits jobs, des petites activités. Mais la poésie, ce n'est pas, je dirais, une activité lucrative. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire, oui. Avec Frédéric Paquet, vous dites justement que le but, c'est de pouvoir donner à lire une parole qui ne se trouve pas partout et de préférence des auteurs d'ici. Oui, alors,
quand on dit des auteurs d'ici, ce n'est pas restreint uniquement à l'Aquitaine, à Bordeaux ou même à la France, puisque la notion même des langues de proximité, elle est à géométrie variable. Ce qu'on veut dire par là, c'est de donner la parole à des gens que nous avons envie de défendre, envie d'écouter, et que nous pensons qu'ils ont quelque chose à apporter et à dire à notre époque aujourd'hui. Je dirais que c'est par là qu'il faut comprendre cette proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons faire face à un monde qui est soumis à une rapidité, à un excès. On vit dans un monde qui est excessif, qui est souvent très violent, où l'individu est souvent sollicité de partout. Il suffit juste de sortir, et vous allez voir, c'est à des publicités qui s'imposent. Et par là, je ne dirais pas quelle est la place de la poésie, mais plutôt quelle est la place de la lenteur aujourd'hui. Puisqu'on vit dans un monde qui est très violent et qui nous pousse à aller en vitesse. Vous le voyez avec les technologies, le numérique et tout ça. Et ça a évidemment conditionné et façonné nos comportements aujourd'hui. Et justement, comment comprendre ces contextes, comment comprendre cette part d'humanité que nous avons en nous à partir justement de l'expression, que ce soit l'art, peu importe dans quel domaine de l'art, mais pour nous c'est la poésie. Comment la parole peut encore aujourd'hui trouver sa place dans cette... je ne vais pas être très sévère avec le terme, mais dans cette aliénation un peu collective, dans ce monde un peu brutal et rapide dans lequel on vit. C'est une poésie plutôt engagée alors que vous défendez ? C'est une poésie qui s'engage d'abord avec la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion politique, idéologique. Ça peut être le cas. Nous avons aux éditions à Bordeaux des auteurs de tous horizons venus, certains qui affichent une couleur politique assez claire. Mais je dirais que l'essentiel, le compromis premier est avec la parole. C'est-à-dire que nous mettons à l'honneur la création à partir de la parole, et je dirais que la plupart des poètes qui font partie de cette famille de la maison d'édition s'épuisent à chercher une sorte de vérité ou de révéler quelque chose dans la parole, plus que parler sur un thème, un sujet X. Les mots ont leur importance, c'est ça ? Tout à fait. Nous pensons que le mot est la pierre angulaire de la poésie. Vous fonctionnez, pour en revenir à la maison d'édition à Bordeaux, vous fonctionnez sous forme associative, avec des bénévoles, d'après les informations que j'ai eues. C'est assez, je trouve votre projet assez extraordinaire. Et comment ça marche alors ? Comment vous organisez ? Alors c'est une petite équipe, nous sommes environ 6 personnes. Nous partageons les tâches administratives entre le comité de lecture, la trésorerie, la direction, le service presse, etc. Pour la plupart, nous sommes des gens issus, je dirais, du milieu de la culture, certains qui sont profs ou l'étaient jadis. Nous sommes tous des bénévoles et nous tenons pour l'instant à rester ainsi. Ce n'est pas évident lorsqu'on défend un projet associatif de rester, je dirais, dans la petite structure, puisque pour pouvoir faire évoluer la maison d'édition, pour pouvoir aussi augmenter le catalogue, il nous faut, ce n'est pas un mystère, une rentrée de capital, d'argent. Donc parfois, et avec cela, je reviens à la question que vous aviez posée tout à l'heure. Par rapport à la liberté, c'est ça, voilà, l'indépendance et la liberté. Parce que parfois, la limite elle est très subtile entre la subvention, l'art des dossiers, comme je l'appelle souvent, et devoir parfois sacrifier une façon de concevoir le monde pour que ça rentre dans un dossier X qui va passer ensuite à l'administration et qui plus tard va faire partie d'un catalogue de programmation, général, je dirais. Vous voulez dire, je vais me faire un peu provocatrice, mais vous voulez dire que vous êtes obligé de faire des sacrifices Pour l'instant, pas trop, mais je dirais que c'est toujours une épée de Damoclès, si vous voulez, puisque
quand on a des structures comme ça, qui sont, c'est pas parce que je participe dans cette association, mais je considère que c'est important que cela existe. Des associations qui défendent d'une manière désintéressée la création, l'art, et puis qui mettent à l'honneur aussi la qualité. Oui, parce que on n'a pas parlé de ça. Oui. Je veux pas être sévère ni paraître non plus un illuminé de l'art qui donne des vérités, c'est loin de là. Mais c'est vrai que souvent, surtout aujourd'hui dans les politiques actuelles, et ce que je reproche souvent aux politiciens et aux gestionnaires, comme je les appelle souvent de la culture, c'est qu'il faut que l'art, ça fasse partie d'un grand paquet, qui soit souvent drôle, qui plaise à tout le monde, aux enfants, etc., que ça soit colossal, que ça permet de passer un bon moment de divertissement, et c'est tout. Alors que l'art, et ça c'est une question dont on pourrait passer des heures à parler, elle n'a pas juste une vocation de vous faire évader pendant une petite demi-heure, c'est aussi une façon de concevoir le monde, de concevoir la vie et de comprendre la place que nous avons ici. Par là, ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas considérer la poésie ou l'art en général comme une prise de tête, comme on s'est souvent dit. Je veux pas plutôt voir... élitiste, c'est voilà, ça. Je ne veux pas aller voir du théâtre littéraire parce que c'est triste, parce que ça me prend trop la tête, je veux juste m'évader. Oui, c'est l'image que la majorité des gens peuvent avoir. Alors que ce n'est pas du tout le cas, ça dépend aussi. C'est comme la musique classique, si vous voulez. Il y a des gens qui disent « je ne supporte pas cette musique parce que c'est trop triste ». Alors que quand on écoute, je ne sais pas moi, Marin Marais par exemple, quand vous voyez toutes ces nuances et ces subtilités, vous voyez qu'il y a là, toute l'humanité est là au fond. La joie, le désespoir, la tristesse, l'amour, la finitude, etc. Donc je pense qu'il est essentiel pour une société que ce type de structure existe. Et bon, nous faisons une sorte de pari pour que ça continue. Et justement, dans quelle librairie de Bordeaux est-ce qu'on peut trouver des livres, des éditions à Bordeaux pour nos auditeurs? Alors, vous allez nous trouver à la librairie Olympique, qui est une très belle librairie spécialiste en poésie. Aussi, chez les libraires les plus je dirais, importants, les plus connus, chez Mola, par exemple, La Machine à lire, la librairie Georges, et j'en passe, il y en a vraiment beaucoup de librairies. D'accord, voilà. Donc on peut les trouver dans les grandes librairies. Oui, dans les grandes librairies, aussi sur Internet, sur le site de ces éditions, à bordeaux.fr. Et voilà. On vient d'écouter la chanson Marche pour les matelots de Marais que vous avez choisie, Carles Diaz. Pourquoi le choix de cette chanson? Alors, le choix de cette pièce est essentiellement parce que je considère que, je ne veux pas être cliché en disant que la musique est un langage universel, mais je crois que l'œuvre de ces musiciens est, je dirais, universelle. Déjà, par cette notion qu'il a non seulement de cette part sublime de la musique, mais aussi par rapport à l'engagement qu'il représente l'art. Déjà à cette époque, comment Marin Marais concevait la musique. Et pour moi, c'est une figure majeure je dirais même du patrimoine culturel universel. Voilà. Musique et poésie, ça va ensemble pour vous, Carles Diaz? Pour moi, l'art en général est la même chose. Il n'y a pas de différence entre la peinture, la musique, la poésie, la danse. Je crois que lorsqu'on touche à cette dimension, à l'expression, à la création, nous retrouvons là une certaine liberté.
peut-être une des dernières libertés, notamment avec la poésie, avec la parole. Si je me permets juste de rajouter un petit quelque chose, quand je parle de liberté avec la poésie, avec la parole, c'est une liberté qui est au fond dans la capacité de révéler des choses, de créer des réalités nouvelles en partant du quotidien. Et ce n'est pas juste évoquer le langage au sens fonctionnel, tel que peuvent l'aborder, je ne sais pas, un professeur de langue, un professeur de langage. La poésie n'a pas vocation à donner des leçons, à dicter des vérités quelconques. Elle a surtout, je dirais, un rôle d'éclairer la vie de la cité. C'est pour cela qu'elle est nécessaire. Et sa liberté réside justement là, dans le fait de s'approprier de la parole, s'approprier cette dimension peut-être subjective qu'elle renferme, et puis l'offrir comme une offrande au monde. Oui, alors on voit bien à travers votre discours que la poésie a un véritable engagement et que le poète a encore cette fonction d'éclairer sur le monde. Dites-moi si je me trompe. Oui, bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, on fait beaucoup l'amalgame entre l'art, la communication, le spectacle. Je pense que l'enseignement y est pour rien, y est pour quelque chose. Quand on voit comment les enfants apprennent la poésie à l'école, des fois là, je vais être très, très dur, mais je trouve que c'est catastrophique. Parce Parce que vous pouvez préciser, c'est intéressant. Ouais, parce que je trouve que cette image, souvent quand on arrive à l'adolescence, la poésie est considérée comme quelque chose d'abominable, quelque chose qui porte, je dirais, le fardeau de plein de préjugés. C'est quelque chose déjà qui est désuète, démodé, qui est ringarde, qui est juste pour ceux qui sont amoureux. Parce que pour la plupart, la poésie, c'est juste ça, c'est exprimer des sentiments entre 15 et 17 ans, après c'est fini. Ou bien c'est apprendre des morceaux par cœur, faire la déclamation telle qu'on le faisait à l'école. Alors que, et ça c'est très, je dirais, c'est très occidental européen. Quand on voit comment la poésie est apprise ailleurs, je ne vais pas aller très loin, je reste dans la francophonie. Oui. Allons par exemple au Sénégal, ou au Congo, ou même en Amérique latine. On voit que le rapport avec la parole est différent. C'est-à-dire que l'on considère que c'est propre à l'humain de parler, de dire des vérités, de chanter aussi. Moi, j'ai eu la chance d'être né dans une famille où l'on chantait beaucoup. Dans la culture hispanique, latino-américaine, il y a cette idée que l'on s'exprime mieux, qu'on laisse parler l'âme lorsqu'on chante à haute voix, lorsqu'on parle tout seul. C'est quelque chose que même aujourd'hui, parfois, je me sens un peu décalé ici, parce que des fois dans les trams, je parle avec moi-même. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé un peu à être regardé, observé d'une façon étrange. Mais ce que je veux dire, c'est comment la poésie est considérée, comment elle est vue, et je pense qu'on devrait laisser peut-être aux enfants la possibilité, tout à l'heure Maud Andreu parlait du théâtre, de la place de l'acteur, etc. Je dirais, les enfants sont des acteurs, je dirais, sans le savoir. Ils sont tout le temps en train de jouer au médecin, à l'ingénieur, au pompier, etc. Mais il y a cette idée de devoir, je dirais, mettre les choses dans des caisses, dans des catégories, dans des hiérarchies. Et pour la poésie, c'est la même chose. Il y a cette idée que la poésie doit être apprise, qu'elle est quelque chose destiné à une élite, alors que je pense que ce n'est pas le cas. Et même dans l'Antiquité, ce n'était pas le cas. Oui, ce que vous voulez dire par là, c'est que on aurait perdu l'âme de l'oralité, de transmettre cette oralité qui se transmet dans d'autres pays. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, c'est vrai que le XXe siècle, avec la technologie, elle a apporté beaucoup, mais ne serait-ce que la télévision, la radio, l'électricité en général, a tué un peu ce que Whitman appelait la feu des bois. Oui. Et pour en revenir à votre poésie, Carles Dias, je crois que vous avez trouvé des sources d'inspiration, que vous avez des maîtres qui sont, vous m'arrêtez si je me trompe, Blake, Pessoa, Whitman, Desnos. Qu'est-ce qui vous inspire chez ces poètes ?
Alors, depuis très jeune, j'ai toujours admiré ces personnes, ces gens qui ont consacré leur destinée à la poésie, qui ont trouvé en elle une justification à leur existence. J'étais profondément touché et même heureux lorsque je dis souvent lorsque j'ai rencontré, puisque pour moi, c'est des gens avec qui j'ai vécu, avec qui je vis encore. Vous venez de le dire, Whitman, Pessoa, Saint-Jean-de-la-Croix. Et j'ai trouvé là une sorte de, je le disais tout à l'heure, une certaine universalité de la chose. Et même des questions que je me pose modestement, sans être un grand personnage, je retrouve là des réponses. Je retrouve dans leur poésie des réponses. Je retrouve aussi tout ce qu'il me faut personnellement pour trouver ma place dans le monde. Le silence, la joie, parfois une sorte d'empathie avec des états d'âme qui ne sont pas souvent les plus heureux. Et tout est là dans ces livres. C'est pour cela que je dis souvent qu'une bibliothèque est toujours nécessaire dans une maison. Même si elle est modeste ou même si elle est petite, il faut avoir des livres. Parce que le livre, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur le monde. Et il faut penser que chaque personne qui a écrit un livre, c'est ce que je me dis pour mon cas aussi, c'est une bouteille qui a été lancée à la mer. Et quel est le message? C'est à nous de le découvrir. Oui, c'est fabuleux parce que, comme vous disiez tout à l'heure, à l'ère de la technologie, où beaucoup de gens vont sur Internet pour chercher des informations et des réponses aux questions sur Wikipédia, on va dire, bien vous préconisez d'aller chercher des réponses dans des livres de poésie. Donc je trouve ça très, très beau. Et justement, pourquoi? Alors vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes né à Santiago du Chili et vous avez commencé à écrire vos premiers poèmes en espagnol ou en portugais? En espagnol. En espagnol, d'accord. Oui. Et pourquoi écrire en français maintenant? Alors, je dirais, j'aime pas trop parler comme ça parce que ça fait un peu grand éclairé, grand illuminé, alors que je ne suis qu'une modeste personne. Mais j'ai eu la rencontre d'un poète du début du XXe siècle, un poète chilien, qui est très méconnu, et même en France. Pourtant, il a vécu avec les grands de son temps, hein, Breton, Apollinaire, etc., qui est venu en France. J'en parle assez souvent de lui, d'ailleurs. Vincent Huidobro. Huidobro, il a dit à un moment donné dans sa production littéraire que le vrai poète, que le vrai auteur, que le vrai écrivain devait se dépouiller de sa langue d'origine, de sa langue maternelle et réapprendre à nommer le monde. Huidobro a pris le bateau, à l'époque ça prenait plusieurs semaines. Depuis Valparaiso, il est arrivé en France et il a commencé à écrire en français. Bon, je le dis souvent, j'ai un décalage de 100 ans parce que je vis avec ces gens du début du XXe siècle. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Alors quand j'étais tout petit, il y avait 3 métiers qui me fascinaient. Je me disais, j'aimerais bien être marin, j'aimerais bien être gymnaste, ou j'aimerais bien être écrivain. Et puis finalement, j'ai choisi d'être écrivain. Même si j'ai gardé un peu des deux choses aussi. Parce que quand on écrit, on est souvent, je dirais, dans les vagues, et puis on fait des sauts et des péripéties un peu dans l'air. Donc, prendre ces risques d'apprendre à nommer le monde, de se réapproprier d'une autre langue, je l'ai pris par cœur, c'est devenu pour moi presque une devise, et je me suis dit, voilà, j'aimerais bien écrire dans une autre langue que la mienne, voir le monde avec des yeux différents, et puis c'est ce que j'essaye de faire. Bien, donc on voit que à travers cette langue française, en tout cas au départ, vous avez navigué en terre inconnue et que donc ce qui vous a poussé peut-être à plus de création, en tout cas, vous, comme vous l'exprimez très bien, à vous déployer. Et nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup à Carles Diaz d'avoir accepté notre invitation. Et je vous rappelle d'ailleurs le titre de son dernier recueil, Tentative verticale aux éditions Zinnia. Et nous allons, pour clôturer l'émission, écouter la voix de Maud Andrieux avec des extraits des poésies Les déferlantes nocturnes et Le fleuve à l'envers de Carles Diaz aux éditions à Bordeaux. Je commence par un extrait des déferlantes nocturnes de Carles Diaz. Je suis un double fantôme qui plane suspendu. Véhicule muni d'un foyer en son sommet,
Les vagues s'entassent en moi. Je tombe, je suis renversée, je ne suis plus debout. Au-dessus de la terre, mes ambitions, armada chevauchant les hautes vagues, sont implacables. L'eau m'arrache la beauté mortelle, leurs cendres, je ne les rendrai plus. Ciel, autel de vie électrique, tissé de la soie dont sont tissés nos rêves, au reste, les puits sont tout en surface. Qui sait de quoi un homme est fait? Croyez-moi, je me suis tellement sali le cœur, parmi toutes ces lampes éteintes, couchées sur un lit de plantes anciennes, coupées d'illumination, découpées en pluralité de momies ramassées par les aiguilles de la montre. J'ai essayé de ne pas avoir d'état d'âme brut, pour ne pas avoir de frein dans les coulisses du mouvement. Imagerie fantasmée, synthétisée, mourant plus vite que la nuit de cette vie qui nous précède tous. Mourir de nostalgie pour quelque chose que tu ne vivras jamais. Mourir assis dans une salle obscure en regardant ces gens brillants, édifiant des châteaux, les mains tièdes, coiffées comme des rues malfamées, l'humidité scandaleuse de l'intuition. Au socle de la statue irrévocable, comme une allumette flambe, la mosaïque vivante, l'émigration se rue dans le verjus, le silence répercute en lui-même, veuf et vain souci, gardien de l'aube au poil bleu ciel, cloué au sol par les menhirs qui traversent le ventre de la pensée, des crânes vitrifiés. Dès qu'ils commencent à prendre conscience de leur nature, cette réalité profonde qui nous attend comme une gazelle avançant sans bruit, sa robe arrachée, rien d'autre que l'échappée de ce dont se contente le commun, qui est pur imaginaire. Les âmes sont tout à fait capables de quitter leur corps et d'y revenir. Je vais vous lire un extrait du Fleuve à l'envers de Karl Diaz. Ma couronne d'empereur insatiable devint ma première grande escapade. Je retrouvais alors le sens véritable de la langue dans cette masse apocryphe, née de la mythologie, l'authenticité coupée dans le monologue. Déshéritée des prophéties, mangeant mon pain sous l'incertitude de la folle cloche de Péberlan, ma cendre repose dans la boîte, sous le comptoir du mercenaire des récipicés. Ma cendre se mêle à une multitude de voix florilèges des flammes bleues de l'épigramme national. Presque chaque homme suffit à montrer la construction d'une enfance. Flux et reflux d'un chaos intérieur pour assimiler les traditions. La fraîcheur du sentiment devient un défaut fondamental. L'absence de forme. À l'adolescence, je portais en moi tout un musée mobile et grimaçant. Un matelot armé d'un coutelas, des chauffeurs de bus en veste de cuir, les trains qui fuient l'hiver, passent les gares de la neige. J'ai laissé de moi, le long des rails, la voix de Sinatra dans un bar tabac, à l'éclipse de la lune. Une église s'évanouit entre les murs qui la méprisent. Le contemporain dessine une ennuyeuse uniformité, détruit l'individuel, les malentendus, et la saoulerie de recommencement laisse mourir les jours comme battent les portes d'un lieu abandonné.